Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Des policiers de Grenoble visés par des menaces de mort. Conséquence de la mort d'un braqueur abattu le 16 juillet. 4 nuits d'émeutes avaient suivi dans le quartier de la Villeneuve. Aujourd'hui, 3 policiers de la BAC ont été mutés à leur demande. Un sursis pour les petits hôpitaux. Le ministère de la Santé reporte sine die le décret qui prévoit la fermeture des services chirurgicaux dont l'activité est faible. À peine 48 heures pour convaincre. Après l'annonce de la mort de l'otage Michel Germano, Bernard Kouchner est allé mettre en garde les ressortissants français du Mali, de Mauritanie et du Niger contre tout déplacement dangereux. Avec le ministre de la Défense, nous reviendrons sur la mort de ce Français enlevé en avril dernier. Hervé Morin est notre invité. Bonsoir, à tout à l'heure. La Catalogne à la veille d'un vote historique qui pourrait conduire à l'interdiction de la corrida, une décision qui contenterait militants de la cause animale et régionalistes qui rejettent tout ce qui vient d'Espagne. Enfin, qui est responsable du réchauffement climatique, l'homme ou la terre? Réponse tout à l'heure avec le dossier de cette édition dans la glace du Groenland. 3 policiers mutés, une vingtaine d'autres au repos et la police pour protéger la police. À Grenoble, les membres de la brigade anticriminalité sont depuis quelques jours la cible de menaces de mort. C'est une conséquence directe de la fusillade qui a coûté la vie à un braqueur le 16 juillet dernier dans le quartier sensible de la Villeneuve et provoqué 4 nuits d'émeutes. Denis Sébastien, Thierry Simonet. Un contrat et des commanditaires. C'est comme cela que certains à l'hôtel de police de Grenoble voient la situation. Karim Boudouda a été tué dans une fusillade après avoir braqué le casino du Riage. Depuis, dans son quartier, ses amis auraient juré de le venger. Ils considèrent la police nationale comme une bande rivale. De ce fait, ils souhaitent voir mort un fonctionnaire de police, particulièrement un policier de la BAC. Hier, à l'occasion d'une perquisition, c'est tout un arsenal qui a été découvert dans les sous-sols de ce bar. Pistolets, mitrailleurs, carabines, armes de poing, le gérant a été placé en garde à vue. Pour ce qui est des menaces de mort, 3 policiers impliqués dans la fusillade le soir du braquage ont demandé et obtenu leur mutation. Les autres membres de la BAC de Grenoble ont tous été invités à se mettre en congé. Vous savez, quand vous êtes victime de menaces et que votre famille est visée et que vous vous sentez vraiment en difficulté, tout le monde aurait besoin de prendre un petit peu de recul et nous n'avons jamais laissé le terrain puisque nous avons tout de suite obtenu des renforts. Après plusieurs nuits de calme dans le quartier de la Villeneuve, nouvel acte de violence urbaine tôt ce matin. À 2h30, une voiture en feu a été projetée contre un local municipal, un local attenant à l'antenne du commissariat de quartier. J'ai vu un groupe de jeunes, enfin 6 ou 8 individus qui étaient en train du coup de mettre le feu à la voiture. À 3 jours de la venue de Nicolas Sarkozy pour introniser le nouveau préfet de l'Isère, le climat reste tendu à Grenoble. Une information judiciaire a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs de menaces sur les policiers. Et je rappelle que c'est un ex-haut gradé de la police qui a été désigné par Nicolas Sarkozy pour remplacer le préfet de l'Isère, évincé après les émeutes. Éric Ledouaron prendra officiellement ses fonctions jeudi. Le chômage en baisse de 0,3% au mois de juin. 8 600 personnes ont quitté les statistiques du Pôle emploi. 2 691 000 personnes sont toujours sans travail en France. On respire un peu ce soir dans les couloirs des petits services de chirurgie. Roselyne Bachelot a décidé de reporter sine die le décret très controversé qui prévoyait la fermeture des services chirurgicaux à faible activité. Un sursis qui annonce une mission d'information sur la restructuration du paysage hospitalier français. Florence Bouquilla. Une bonne nouvelle pour de nombreux petits hôpitaux en milieu rural. Le couperet ne tombera pas tout de suite sur leurs services de chirurgie. 80 hôpitaux étaient menacés car ils pratiquent moins de 1050 interventions par an. Le ministère de la Santé leur accorde 16 mois de sursis, 16 mois pendant lesquels ils pourront tenter d'augmenter leur nombre d'actes chirurgicaux. Comme ici, à Avallon, où depuis 2007, 900 interventions seulement sont pratiquées chaque année. Trop peu, selon le ministère de la Santé, où l'on estime que les chirurgiens y sont forcément moins capables que ceux qui opèrent plus souvent. Un argument rejeté par ces médecins de l'hôpital de Ruffec, où l'on n'arrive pas non plus à 1000 opérations par an. Les chirurgiens opèrent beaucoup, même si le bloc travaille moins, puisqu'on opère dans d'autres structures. Et la plupart des petits hôpitaux fonctionnent comme ça. Avis partagé, dans d'autres régions comme ici, dans l'Oise, le directeur de l'hôpital de Clermont s'est débrouillé pour mieux rentabiliser ses blocs opératoires. Nous avons des chirurgiens qui des hôpitaux de Beauvais, qui des hôpitaux de Creil, viennent assurer une chirurgie de proximité. Eux-mêmes sont des opérateurs confirmés, car ils font déjà une activité importante de bloc opératoire dans leurs hôpitaux d'origine.
L'Association des petites villes de France se dit aujourd'hui satisfaite que le gouvernement donne du temps aux petits hôpitaux et demande maintenant un plan d'investissement. Bernard Kouchner est dans l'avion qu'il ramène à Paris après une tournée express en Mauritanie, au Niger et au Mali, au lendemain de l'annonce de la mort de Michel Germano, otage dans le Sahel. Le ministre des Affaires étrangères est venu donner des conseils de prudence aux ressortissants français, et notamment au Mali, où Al-Qaïda au Maghreb déploie des bases mobiles dans le nord. Martine Laroche-Joubert est notre envoyée spéciale. Le Mali, un pays pauvre et fragilisé. 5500 Français vivent ici, essentiellement à Bamako. Réunis dans l'ambassade de France, ils attendent Bernard Kouchner avec une certaine inquiétude. Pour certains, comme ce spécialiste en forage, les jeux sont déjà faits. Plus de la moitié du pays nous est fermé et les forages, comme vous savez, c'est essentiellement dans le nord qu'on doit les appliquer, même s'il y en a besoin aussi sur Bamako et dans toutes les sous-régions. Mais nous, on vend la société, on quitte ce Mali. Oui, on fera certainement beaucoup plus attention où on va. Ça c'est clair, on ne peut pas se permettre de négliger ce qui s'est passé. Les règles de prudence, elles sont là. Mais a priori, non, ça ne modifie rien. Mais face à ces Français de l'Afrique du Sahel, le ministre ne mâche pas ses mots. Donc la consigne est claire. C'est à vous de juger, mais évitez, je vous en prie, les zones réputées dangereuses. Pour le Mali, la sécurité devient la priorité, question de géographie. C'est un pays immense, vous comprenez, et il y a des petits bandits qui apportent les proies, aussi bien en ce qui concerne la drogue, les armes, tout ce qu'on veut, vers des responsables politiques qui, eux, profitent de cette espèce de trafic ignoble. 2 jours de visite éclair de Bernard Kouchner dans 3 pays du Sahel, un signe fort de l'intérêt de la France pour la restabilisation de cette région. Alors vous l'avez compris, donc toute la zone nord des pays du Sahel est fortement déconseillée aux voyageurs. Comme pour la météo, il y a plusieurs niveaux d'alerte avec des couleurs. Le Quai d'Orsay communique en permanence les informations aux voyagistes, informations consultables en temps réel sur Internet. Christian Autain, Alexandre Moncaillot. Depuis longtemps, le Sahel est une région très prisée des touristes. Près de 30 000 Français s'y rendent chaque année. Une zone à risque aujourd'hui fortement déconseillée par les autorités françaises. Elle couvre la moitié nord de la Mauritanie, du Mali et du Niger. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, des cartes pour tous les pays à risque sont actualisées quotidiennement. En rouge, les zones dangereuses fortement déconseillées. En vert, les régions où l'on peut se déplacer en toute sécurité. Des recommandations dont tiennent compte la plupart des agences de voyage, comme celle-ci, spécialisée dans la randonnée de pédestres. Nous n'y allons pas dans ces zones-là. Par contre, nous allons dans le pays d'Ogon au Mali, nous allons à Bamako, mais pas dans les zones actuellement fortement déconseillées par le Quai d'Orsay. Problème, la classification établie par le Quai d'Orsay est contestée par d'autres voyagistes. Ceux-là veulent continuer à organiser leur circuit comme ils l'entendent. Cela accroît notre vigilance s'il en était besoin. Mais, encore une fois, dans les zones que nous pensons sûres, nous maintiendrons nos départs. Pour les professionnels, aujourd'hui, le problème n'est plus celui-là. L'exécution de Michel Germano risque de décourager les candidats au voyage. Bonsoir Hervé Morin, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste une réaction sur le sujet qu'on vient de voir. Vous me disiez à l'instant qu'en réalité les bases d'Al-Qaïda, comme elles sont mobiles, finalement oui, elles sont partout. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'il s'agit d'une zone immense qui est grande comme l'Europe, où les frontières sont franchissables comme on veut, et où les hommes d'Al-Qaïda sont extrêmement mobiles. Ils sont capables d'intervenir à la fois au sud de la Tunisie, à Nouakchott, au nord du Niger, au Mali, et donc ils ont une capacité de mobilité qui est extrêmement importante. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur les circonstances de la mort de Michel Germano, otage d'Al-Qaïda au Maghreb dans le Sahel. Il était retenu depuis le mois d'avril. Le président de la République a dit hier qu'il avait été assassiné par ses ravisseurs. Est-ce que vous en avez la preuve ? Nous avons authentifié le message qui revendique cet assassinat. Comme vous le savez, nous n'avions pas de preuve de vie ni de mort d'ailleurs depuis plus de 2 mois, et donc notre déclaration repose sur les déclarations d'Al-Qaïda. Mais qui sont peut-être fausses, même si le communiqué est authentique. Oui, enfin le communiqué ayant été authentifié, il n'y a aucune raison que malheureusement cette information ne soit pas la bonne. Est-ce qu'il a pu mourir, exécuté, ou alors de maladie, il y a déjà plusieurs semaines ? Écoutez,
On ne le sait pas. Tout ce que je sais, c'est que nous avions essayé une médiation médicale pour permettre à Michel Germano, qui était cardiaque, de pouvoir bénéficier de médicaments, qu'Al-Qaïda l'avait refusé, et que nous n'avons jamais pu avoir le moindre canal de négociation et de discussion avec les membres d'Al-Qaïda, qui sont, je tiens à le dire parce qu'on l'oublie, c'est la menace principale et c'est une menace universelle qui concerne le monde entier. Et cette préoccupation universelle, elle nécessite un combat planétaire qui n'est pas simplement le combat des Français ou des Occidentaux, mais qui peut frapper sur la totalité de la surface de la planète. Et donc, ce combat-là, nous ne le mènerons que par une détermination sans faille. Et cette première détermination, Marie Drucker, c'est celle de les empêcher de nuire et les empêcher d'agir. Oui, d'ailleurs, le président de la République a dit « ce crime ne restera pas impuni ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez la France va organiser des représailles? Non. La France est une démocratie, la France est un État de droit, et même face à des barbares et des sauvages, elle s'honore à respecter l'État de droit et les valeurs auxquelles on croit. En revanche, que nous aidions et que nous soutenions les autorités locales pour faire en sorte que ces assassins et les commanditaires de cet assassinat soient traqués, soient jugés, soient traduits devant la justice et soient punis, ça oui, nous les aiderons. Et nous l'avons déjà fait. Est-ce que vous avez donné l'ordre de faire rechercher le corps de Michel Germano? Le faire rechercher comment? Vous savez, quand vous avez un espace, comme je vous le disais, aussi immense, c'est impossible. Ce que nous mettons en œuvre, c'est l'ensemble de nos moyens de renseignement, notamment les moyens de renseignement humains, pour essayer de déterminer si nous pourrons retrouver à un moment ou à un autre le corps de Michel Germano. Mais je vous rappelle que le corps de l'otage britannique qui a été assassiné il y a plusieurs mois n'a jamais été retrouvé. Nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, sont retenus depuis 210 jours aujourd'hui avec leurs 3 accompagnateurs en otage en Afghanistan. Le Premier ministre disait ce matin que la France est en contact constant avec les ravisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire en contact constant? Bien, cela veut dire que nous avons des éléments de négociation et de discussion qui nous permettent, de savoir que vos 2 confrères sont a priori en vie, et 2, qu'il y a... A priori? Oui, a priori, parce que la vie, chaque jour la vie suit son cours. Mais vos collègues sont en vie à l'heure où je vous parle. Et deuxièmement, de faire en sorte que nous soyons en mesure de pouvoir nouer les liens d'un dialogue qui permettront, nous l'espérons, dans quelques semaines ou dans quelques mois, de les voir libérés. Alors, et évidemment, c'est ce que nous espérons tous aussi à France Télévisions. On va maintenant parler de ces documents classifiés sur la guerre en Afghanistan, justement, avec le site américain Wikileaks publie des milliers de documents qui montrent que les forces internationales emmenées par les États-Unis sont en train d'échouer. Des documents, en tout cas, qui embarrassent Washington. Stéphane Bretner et Aaron Diamond sont nos correspondants sur place. Des milliers de lignes codées, des transcriptions de liaisons radio au cœur des combats, des rapports de mission. Voilà ce que l'on trouve dans les 92 000 documents mis en ligne par Wikileaks. On y apprend l'existence de l'obscure unité 373, un commando secret chargé de capturer ou d'assassiner les chefs d'Al-Qaïda. Plusieurs fois, ces forces spéciales ont raté leur cible, tuant des civils. C'est à peu près la seule révélation de ces notes qui montrent le quotidien des soldats, avec les embuscades, les bombes artisanales qui explosent à leur passage. Ces documents soulignent aussi les bavures lors des bombardements alliés ou pendant les combats. Enfin, ces pages expliquent le manque de coopération du Pakistan et ses liens avec les talibans. Alors depuis hier, les militaires montent au créneau. Aucun de ces documents n'a été filtré, ce qui rend nos troupes extrêmement vulnérables. Cela affaiblit notre tactique, notre technique et nos procédures de combat. Wikileaks n'en est pas à son premier coup. Cette organisation média militante anti-guerre avait révélé en avril dernier cette vidéo d'une bavure en Irak. On y voit un hélicoptère abattre au sol 12 civils. Un soldat de 22 ans a été arrêté, soupçonné d'être l'informateur, mais cela risque d'être beaucoup plus compliqué pour retrouver la source de ces milliers d'archives. La plupart des militaires en Afghanistan ont en effet accès à ces données. Cette affaire ne va certainement pas faciliter la tâche de Barack Obama. Le président a en effet de plus en plus de mal à faire accepter cette guerre auprès des Américains, et ce, à 1 an du retrait des troupes d'Afghanistan. Alors Hervé Morin, dans ces 90 000 pages publiées par Wikileaks, plusieurs centaines de documents concernent aussi les opérations des militaires français. Ce sont des documents qui sont classés secret défense en France? Ce sont des documents qui sont en général classifiés, en effet.
Et alors, ces documents, vous avez eu accès, j'imagine, sur Wikileaks. Vous n'avez pas regardé? Non, j'ai vu simplement les documents qui concernent les soldats français, où il n'y a rien de nouveau. Nous agissons en totale transparence. Et les faits qui sont dévoilés dans Wikileaks avaient été déjà largement commentés par la presse. Notamment un enfant blessé dans des tirs de sommation oui, je me souviens en 2008. Je me souviens très bien de cette histoire. Nous avions un convoi militaire, un minibus s'était infiltré dans le convoi militaire et comme vous le savez, ce sont les véhicules piégés que nous craignons par-dessus tout. Et donc les soldats avaient fait les procédures classiques avec des tirs de semonce. Il y avait eu un éclat. Cet éclat avait blessé 4 Afghans, dont un enfant. Et nous avions soigné ces 4 personnes. Nous l'avions dit à la presse et nous avions présenté nos excuses aux familles parce que vous ne gagnerez ce combat en Afghanistan qu'à une seule condition, c'est de respecter les populations, de respecter leur culture. Si vous ne maîtrisez pas la force, si vous ne maîtrisez pas le feu et les armes, ce combat est perdu à l'avance. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions. C'est un reportage exclusif que nous vous proposons maintenant et qui nous conduit en Argentine où la dictature a fait 30 000 morts ou disparus entre 1976 et 1983. Parmi ces victimes, 18 Français et notamment Yves Domergue, enlevé en 1976 et dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Après 34 ans et autant d'années de combat de sa famille, ses restes viennent d'être retrouvés et identifiés. Reportage de nos envoyés spéciaux Zindine Boudaoud et Ziden Berkous. Yves Domergue a 22 ans quand il disparaît. Cristina Cialceta, sa fiancée mexicaine de 20 ans, est avec lui. Les amoureux sont enlevés à Rosario le 26 septembre 1976. Leurs traces se perdent dans une caserne comme celle-ci, où les opposants étaient torturés. Le jeune Français était militant révolutionnaire. Dans un enregistrement adressé à ses parents, il avait raconté le début de la répression. La police et la faculté deviennent de plus en plus brutales, vraiment de plus en plus sauvages. L'autre jour, tout d'un coup, dans la faculté, il y a eu des hurlements qui ont eu lieu. Yves Domergue et sa fiancée font partie des 30 000 personnes que la junte militaire a fait disparaître entre 1976 et 1983. De la plupart, il ne demeure que des photos et des noms. Les restes humains, découverts parfois dans des fosses communes, sont analysés dans ce laboratoire de Buenos Aires. En octobre dernier, nous avions filmé ces 2 squelettes anonymes. 6 mois plus tard, les tests ADN ont parlé. Ces 2 squelettes sont ceux d'Yves Domergue et de sa compagne. Les blessures le montrent, ils ont été tués par balle. 34 ans après, leurs proches connaissent enfin la vérité. Je ne pensais pas qu'on saurait. Justement, c'était ce qui me torturait encore très souvent. Hein. Quelquefois, j'en rêvais la nuit, ça me réveillait. Enfin, c'est pas savoir pour une mère, surtout, je crois encore plus que pour les autres. Pour une mère, c'est affreux. C'était un énorme soulagement parce qu'on avait tellement craint qu'il soit resté pendant des mois et des années peut-être dans une prison avec des tortures et tout ça. Quand on parle du fait qu'il a été exécuté le jour même de son enlèvement, nous savons que ça a été très court. Les Domergue sont rentrés en France il y a déjà 24 ans. Mais un de leurs fils, Eric, vit toujours à Buenos Aires. Pour lui, l'identification de son frère est une victoire pour toutes les victimes de la dictature. Mon intention, c'est de toute la famille, c'est que pour un instant, Yves et Cristina puissent représenter les 30 000. C'est-à-dire, nous, on les a récupérés, mais la plupart des parents ne les récupéreront pas. Lundi prochain, la famille d'Yves Domergue se rendra en Argentine pour faire ce qu'elle n'espérait plus, donner une digne sépulture à leur enfant. Apparition publique pour Fidel Castro, l'ancien dictateur cubain a célébré hier le 57e anniversaire du lancement de la révolution, cérémonie à la Havane. À 83 ans, il a répondu pendant plus d'1 heure à des intellectuels et des artistes. Il était en revanche absent à Santa Clara où 90 000 personnes étaient rassemblées. À la veille de la réunion voulue par Nicolas Sarkozy sur les gens du voyage et les Roms, nous avons voulu en savoir plus sur ces communautés nomades, plus ou moins bien intégrées en France. D'où viennent-elles? Combien sont-elles? Où s'établissent-elles? Élément de réponse avec Loubna Anaki et Éric Delagneau. Il y a plus de 10 siècles, c'était une seule communauté. Mais aujourd'hui, les gens du voyage n'ont plus rien en commun avec les Roms. Une différence de nombre d'abord. En France, les gens du voyage seraient entre 200 et 300 000, les Roms seulement 15 000.
Une différence de statut surtout. Les gens du voyage sont français. Cette appellation est d'ailleurs un terme purement administratif qui désigne plusieurs groupes culturels, notamment les gitans, les manouches, les yéniches. Tous possèdent un carnet de circulation qui atteste de leur nationalité française. Les Roms, eux, sont des étrangers. Ils sont appelés tziganes lorsqu'ils sont originaires de Roumanie ou de Bulgarie. En tant que ressortissants européens, ils peuvent entrer librement en France. Mais au bout de 3 mois, s'ils n'ont pas trouvé d'emploi, ils sont considérés en situation irrégulière et sont donc expulsables. Il est 20h18 à suivre dans votre journal une tradition séculaire sur la sellette en Catalogne. Demain, un vote du Parlement régional pourrait interdire la corrida. C'est dans le désert blanc du Groenland que la science cherche les origines du réchauffement climatique. 130 000 ans d'histoire de notre climat, c'est le dossier de cette édition. Enfin, 10 secondes 19 centièmes, le sprinter Christophe Lemaître s'est facilement qualifié il y a quelques instants à Barcelone pour les demi-finales du 100 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme. Pour certains, c'est un acte barbare, pour d'autres, un héritage culturel, une tradition. La corrida va-t-elle disparaître en Catalogne? À la veille d'un vote parlementaire décisif, la balance semble pencher en faveur des opposants. Une bataille qui s'annonce serrée entre pro et anti, avec surtout en toile de fond la question plus politique du régionalisme catalan. Loïc Delamorne et Sébastien Lafargue. À quelques centimètres des cornes, El Cid défie le taureau. Dans ce geste, le grand torero semble aussi défier les pronostics, alors qu'il est peut-être sur le sable des arènes de Barcelone pour l'une des dernières fois. C'est une ébouriffante chorégraphie pour les uns, un spectacle barbare pour les autres. Le taureau numéro 1 de 537 kilos s'affaisse, mais l'estocade ne l'a pas tué. Il se relève, chancelle face à la mort. Il s'écroule après quelques minutes et sera achevé avec un poignard au pied des rambardes. La foule acclame le torero et lui accorde 2 oreilles. À l'extérieur des arènes, la bataille fait rage. Les aficionados, les pro-corrida, scandent « La corrida est notre patrimoine ». Les opposants répondent « La torture n'est pas un bien culturel ». En face, ce sont des ignorants qui n'ont aucune culture. Au lieu de martyriser des animaux, ils devraient plutôt s'acheter des bouquins. La corrida se termine. Alors que le dernier taureau est évacué, les toreros s'engouffrent dans un minibus. Ce sont de véritables stars en Espagne et c'est à son hôtel que nous retrouvons El Cid. Nous ne demandons pas aux autres d'aimer la corrida, mais s'ils ne l'apprécient pas, au moins qu'ils ne l'interdisent pas. La corrida a beaucoup apporté à l'Espagne, sur un plan culturel. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de peintres aiment la corrida. Dans un pays où les régions défendent farouchement leur autonomie, la Catalogne fera demain figure de précurseur. Son parlement de 135 députés votera demain pour ou contre la corrida. Ce député conservateur votera pour. Selon lui, une victoire des anti-corridas serait surtout un succès des régionalistes contre le pouvoir de Madrid. C'est une posture hypocrite des partis régionalistes catalans qui, sous couvert de défense des animaux, veulent porter un combat culturel contre le reste de l'Espagne. Cette députée régionaliste votera, elle, pour l'interdiction. Elle se défend de tout calcul politique. Ce n'est pas un débat identitaire entre l'Espagne et la Catalogne, c'est pas vrai. C'est une question éthique et morale sur la défense des animaux. C'est un débat qui est d'ailleurs transposable en France, au Portugal. Un vote serré, selon les derniers calculs, les abolitionnistes l'emporteraient d'une courte tête. Tous les sondages montrent de manière implacable que les Espagnols se désintéressent de plus en plus de la corrida, surtout les jeunes. Et même si le Parlement catalan ne lui porte pas l'estocade finale, la corrida risque de disparaître à terme de mort naturelle, faute d'aficionados. C'est à un Américain que Tony Hayward cédera sa place à l'automne prochain. L'actuel dirigeant du groupe pétrolier BP, très critiqué pour sa gestion de la marée noire dans le golfe du Mexique, laissera sa place à Bob Dudley, qui gère actuellement la crise sur place. BP a annoncé une perte de près de 17 milliards de dollars au deuxième trimestre. C'est un record dans l'histoire des entreprises britanniques. Alors il n'arrivera qu'en octobre et pourtant il est déjà sollicité par les organisations écologistes. Des membres de Greenpeace ont bloqué aujourd'hui plusieurs stations-service BP dans le centre de Londres pour manifester leur colère. Ils exhortent le futur patron à présenter un nouveau projet plus environnemental.
Le Portugal touché par les incendies, plus de 1200 pompiers mobilisés cet après-midi pour venir à bout d'une trentaine de feux de forêt et de broussailles dans le nord et dans le centre du pays. Journée record hier avec plus de 400 incendies recensés sur tout le territoire. Record de chaleur aussi avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés cet après-midi. Qui de l'homme ou de la Terre est responsable du réchauffement climatique? C'est dans la glace du Groenland que la science cherche une réponse. La dernière mission internationale a permis d'analyser des carottes de glace dont la formation remonte à 130 000 ans. Un ADN climatique capable de révéler les secrets de l'évolution de notre planète. La mémoire du climat, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Nicolas Châteauneuf et Emmanuel Beck. Au Groenland, l'océan, la roche et les glaciers se disputent l'horizon. Mais souvent, c'est le blanc qui l'emporte. La gigantesque calotte glaciaire s'étale alors à perte de vue. À bord de l'Hercule C-130 de la garde nationale américaine, le commandant Alston a l'œil rivé sur ses instruments. Sa mission, emmener des scientifiques, des politiques et quelques chanceux vers la base internationale NEM, au beau milieu de ce grand désert blanc. Et cela demande un peu d'exercice. Nous avons suivi un entraînement spécial pour survivre dans cet environnement très hostile. On s'est creusé des tranchées, installé des abris, on est entraîné pour cela. Au loin, la base apparaît, l'atterrissage est délicat. L'avion est le seul moyen de ravitailler le camp et de faire tourner les équipes. On se croise, on se salue. Ceux qui arrivent ici vont vivre au moins 3 semaines dans des conditions extrêmes. Ça dépend des jours, quoi. Moins 25 minimum, mais sinon c'est l'été, quoi. À 650 km de la première présence humaine, une trentaine de scientifiques vit en permanence sur la base. Ou plutôt, en dessous. Tous les jours, ils descendent un escalier qui mène à une grande galerie creusée dans la glace. Dans cette ambiance humide, les chercheurs forent la calotte glaciaire, parfois épaisse de 3 km. Leur but, étudier le climat du passé. On est à peu près à une profondeur de 2520 mètres. Il nous reste une trentaine de mètres à forer qui sont les plus difficiles du fait de la température de la glace. Ce jour-là, les scientifiques remontent des entrailles du Groenland, des carottes de glace très profondes, donc très anciennes. Olivier, can you go? Pour eux, c'est l'aboutissement de 2 ans d'efforts. La glace est emprisonnée dans ce long tube en inox. La carotte est déposée, mesurée et soigneusement étiquetée. Notre objectif avec ces carottes de glace, comme on en voit ici, remontées par petits morceaux, de sections de 2 à 3 mètres de long, c'est de reconstituer l'évolution du climat au Groenland, et notamment l'évolution de la calotte de glace du Groenland il y a environ 130 000 ans. Il y a 130 000 ans, le climat était plus chaud qu'aujourd'hui. Et il est important de savoir comment la calotte de glace du Groenland évoluait à cette époque-là. Pour livrer leurs secrets, les carottes passent dans la salle voisine, où elles subissent une série d'analyses. La composition chimique de la glace et des bulles d'air emprisonnées va fournir de précieux enseignements sur le climat du passé. Il y a 130 000 ans, le niveau des océans était environ 5 mètres plus haut. La planète était plus chaude de 2 degrés et l'hippopotame se baignait dans le Rhin. L'homme n'y était pour rien, mais ces données vont permettre de mieux comprendre le réchauffement climatique actuel. Remonter toujours plus loin dans le passé pour prévoir le climat du futur, c'est le défi majeur des scientifiques et une partie de la réponse se trouve ici, sur l'énorme calotte glaciaire du Groenland. Le lancement de la 41e solitaire du Figaro. Les 45 skippers en compétition ont quitté cet après-midi Le Havre pour une première étape de 515 000 destination Gijón en Espagne. La course est monotype, le même bateau pour tout le monde pour que les participants naviguent à armes égales. L'arrivée est prévue dans un peu plus de 3 semaines à Cherbourg-Octeville. Belle entrée en matière pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme à Barcelone. Christophe Lemaître, le meilleur sprinter français du moment, s'est qualifié il y a tout juste quelques minutes pour la demi-finale du 100 mètres. 10 secondes, 19 centièmes. Demi-finale, finale à suivre demain évidemment en direct sur France Télévisions.
Enfin, Franck Ribéry et Karim Benzema, des joueurs incontournables en sélection. Ce sont les mots de Laurent Blanc que vous pourrez lire demain dans Le Parisien. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France a décidé de respecter la présomption d'innocence. Ils restent donc tous les deux, à ses yeux, sélectionnables malgré leur mise en examen pour sollicitation de prostituées mineures. L'électro, les pieds dans l'eau, le festival des plages électroniques investit pour la 5e année consécutive la plage du Palais des Festivals à Cannes. Un succès phénoménal pour cette manifestation qui a rassemblé 55 000 spectateurs l'an dernier. 5 soirées dans l'été à des rythmes effrénés. Olivier Théron, Frédéric Séoli. La tête dans une machine à laver, les Watching Majaz envoient le tempo. Sur la plage, ils sont 8000. Survoltés. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse. Elles sont électro, elles envoient du lourd, elles sont là toute l'année. Et là, franchement, les plages électroniques, c'est de la bombe. Venez à Cannes. Et quand il fait décidément trop chaud, la danse continue dans l'eau. Les cris qui éclatent et rebondissent. Les plages électro, c'est ce qui fait danser les jeunes quand les parents vont écouter du jazz. Et l'air du temps, c'est le jazz sur la Côte d'Azur, c'est d'autres musiques aussi. Nous, on est sur le créneau de l'électro. C'est un créneau qui est fait partout ailleurs. C'est le créneau de l'avenir puisqu'il y a plus de la moitié de la production musicale actuelle qui a des consonances électroniques. Donc on correspond à l'air du temps, tout simplement. Avec une entrée à 8 € et une fréquentation plus importante que les prestigieux festivals d'à côté, les 5e plages électro positionnent Cannes sur la même latitude que Barcelone et Rio. On leur rend ce qu'ils nous donnent, c'est-à-dire le bonheur d'être ici, la musique, de toute façon c'est ça, c'est quelque chose qui va être transmis, ça vient de là et hop, ça se passe là et ça revient. Et quand la nuit avance, la Méditerranée connaît enfin la marée. Un flot sans effort qui les pousse enchaîner les uns aux autres, épanouis, enivrés, heureux. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Reporté sine die, le décret très controversé qui prévoyait la fermeture des services chirurgicaux à faible activité inquiétait terriblement différents services hospitaliers. Une mission d'information va maintenant se pencher sur la restructuration de la carte hospitalière. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko, puis votre film, Le temps des porte-plumes, avec Anne Brochet. Demain à 13h, c'est Sophie Le Saint que vous retrouverez pour le journal. À demain 20h. Merci. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.